Alors, bonjour, je m'appelle Caroline Magnan. Il me fait grand plaisir de vous présenter ce panel du travail ce matin aux experts en droit linguistique. Je vais faire ça très brièvement parce qu'ils n'ont que 15 minutes chaque et chaque minute est précieuse. Donc, je vous invite à visiter le site web de Pratico qui a les bios plus détaillés de tout le monde. Donc, en premier lieu, on a Maître Julie Laliberté, qui est avocate conseillère juridique bilingue à la Cour du barreau de la Reine de l'Alberta. Elle est montréalaise et a fait son bac en common law et en droit civil à l'Université de Sherbrooke et sa maîtrise à l'Université de Montréal. Alors, Julie. Bonjour et merci beaucoup de l'invitation aujourd'hui. Alors, je vais vous parler des langues officielles à la Cour du barreau de la Reine de l'Alberta. Comme l'a dit Caroline, je suis native de Montréal. Je suis déménagée en Alberta avec ma famille il y a 14 ans. Alors, je suis franco-albertaine d'adoption. J'ai la chance de travailler dans les deux langues officielles à la Cour du barreau de la Reine à Calgary. J'ai eu l'occasion de constater au cours des années que la francophonie albertaine est présente et vivante en Alberta. D'ailleurs, les chiffres de Statistique Canada parlent d'eux-mêmes. Le nombre d'Albertains dont le français est la première langue apprise est toujours compris ce chiffre à plus de 85 000 personnes en Alberta. Pour ce qui est des populations francophones en milieu minoritaire, et selon toujours les données de Statistique Canada en 2016, l'Alberta se classe 3e province après l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. Un rapport de Statistique Canada publié en 2017 sur les projections linguistiques au Canada de 2011 à 2036 est intéressant. Il projette une croissance entre 25% à plus de 50% de la population de langue française en Alberta. Comme vous le savez sûrement déjà, il y a plusieurs sources de droit linguistique en Alberta, les sources législatives. Pour les instances criminelles, on a la partie 17 du Code criminel, dont l'article 530. L'Acte des territoires du Nord-Ouest. Les règles de procédure en matière criminelle de la Cour du barreau de la Reine de l'Alberta. Pour ce qui est des infractions provinciales, on a la loi linguistique et Languages in the Courts Regulation. Pour les instances civiles, on a encore la loi linguistique et peut-être d'ici peu la loi sur le divorce si elle est adoptée. On se rappellera que la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Beaulac, nous dit que les droits linguistiques doivent, dans tous les cas, être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l'épanouissement des collectivités de langues officielles au Canada. De plus, l'arrêt Beaulac nous rappelle que les droits linguistiques ne sont pas des droits négatifs, ni des droits passifs. Ils ne peuvent être exercés que si les moyens en sont fournis. Alors, je cite les paragraphes 25 et 20 de l'arrêt Beaulac. Pour ce qui est de la procédure en Alberta, lorsqu'on veut exercer les droits linguistiques, un individu accusé d'une infraction criminelle peut demander un procès en français ou bilingue sur l'article 530. La demande peut être faite avant le renvoi à procès, avant de choisir son mode de procès, avant que la date du procès soit fixée ou lors de la conférence préparatoire à la Cour du barreau de la Reine. En matière civile, vous voyez, c'est la règle 8.4.2F des Alberta Rules of Court, on devrait aviser de son intention d'employer la langue française en vertu de la règle 8.4 lors de la demande pour fixer un procès. Et pour ce qui est de la loi sur le divorce, j'imagine qu'il y aura une procédure lorsque la loi sera adoptée. Je ne suis pas au courant de la procédure s'il y en a une pour l'instant. Je voulais aussi vous parler de la capacité bilingue de la Cour.
Alors, présentement, comme vous le savez, notre juge en chef, la juge Moreau, elle est bilingue. On a aussi une demi-douzaine de juges bilingues qui, en passant, oui, résident à Edmonton ou Calgary, mais ils voyagent à travers la province, donc c'est toujours possible d'avoir un juge bilingue, peu importe où vous êtes en province. On a des membres de personnel, du personnel bilingue, assistants, avocats, greffiers. On a une demi-douzaine de greffiers bilingues. On en a 3 d'ailleurs, juste à Calgary. Alors, c'est quelque chose de bon à savoir qu'on a la capacité d'avoir des procès ou des procédures qui se passent en français. Je crois aussi qu'on a une sténographe ou un sténographe qui est bilingue. Mais avec la technologie, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si jamais la personne n'est pas disponible, on peut toujours envoyer nos enregistrements à l'extérieur de l'Alberta et avoir le tout transcrit. Je voulais aussi vous dire qu'on continue à travailler, à accroître notre capacité bilingue. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais l'année dernière, on a eu un procès avec jury en français. Alors, c'est quelque chose que peut-être que vous n'avez pas entendu parler, mais c'était le premier en Alberta depuis plus de 25 ans, je crois. Un autre exemple que je vais vous donner, ça s'est passé il y a quelques semaines. La juge Adivik présidait un procès qui était supposé d'être un procès avec interprète. Et au début du procès, elle s'aperçoit que l'accusé parle français, les avocats de la couronne parlent français, l'avocat de l'accusé parle français. Alors, elle dit, « Monsieur l'accusé, est-ce que vous aimeriez avoir un procès en français? » Il dit oui. Alors, elle dit, « Alors, on y va, procès en français. » Donc, c'est juste pour vous montrer que même si des fois, bon, c'est pas l'idéal, c'est mieux d'aviser pour qu'on soit sûr que tout le monde qui est là parle français, mais on est capable d'accommoder, si toutes les conditions sont là, on le fait. À ce moment-ci, je voulais vous glisser un mot sur la gouvernance interne de la Cour du Mont-de-la-Reine. Alors, à la Cour du Mont-de-la-Reine, il y a 10 comités directeurs, y compris un relatif au droit criminel, au droit civil, droit de la famille, diversité, inclusion et accès à la justice, ainsi qu'un comité directeur sur l'emploi du français et des services interprètes. Les comités directeurs, comment ça fonctionne, c'est qu'ils se rapportent au comité exécutif. Le comité exécutif est composé du juge en chef adjoint et les membres élus de la Cour. Les comités directeurs donnent leur avis sur des questions relevant de leur mandat. Il y a aussi des comités ad hoc lorsque cela est nécessaire. Pour ce qui est du comité directeur sur l'emploi du français et des services d'interprète, il est composé de juges bilingues ainsi que d'un membre du personnel bilingue qui est moi présentement. Il a pour rôle de conseiller le comité exécutif sur des questions touchant les droits linguistiques, l'emploi de la langue française et le recours aux services d'interprète. Cette dernière question, évidemment, c'est une autre question totalement, mais ça fait partie du mandat du comité. Je vous le mentionne aujourd'hui parce que si vous avez des questions ou des préoccupations, je vous invite à communiquer avec le juge Ouellet, qui est présentement le président du comité directeur sur l'emploi du français, ou avec moi-même, si vous avez des questions ou des préoccupations en matière de droit linguistique ou de l'emploi de la langue française. Au cours des dernières années, la Cour a pris des mesures afin d'améliorer l'accès à la justice dans les 2 langues officielles à la Cour du Mont-de-la-Reine. Sous l'article 130, nous avons adopté des mesures dans le but d'améliorer les avis concernant les droits d'un accusé à subir son procès criminel en français. Donc, comment ça fonctionne? Les juges siégeant à la Cour du Mont-de-la-Reine le vendredi matin lisent un avis qui réitère le droit à un procès en français ou dans les 2 langues. Le but est que tous les accusés soient systématiquement avisés, et ce, peu importe leur nom de famille.
Nous espérons aussi avoir un enregistrement vocal qui sera joué à travers la province d'ici peu. Donc, il y aura un enregistrement vocal bilingue dans les deux langues, lisant la vie qui est maintenant lue à la cour le vendredi matin dans ce qu'on appelle Q-Back ou Arraignment Court ou CAC. Et présentement, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a des affiches qui sont sur la porte de la cour, aussi à la table des accusés et à la vue de l'accusé, qui rappellent le droit d'avoir un procès dans les deux langues ou en français. Je voulais aussi vous parler, je ne sais pas si on le voit bien, peut-être pas, mais du formulaire, de la formule CC2, qui est la formule de désignation d'un avocat. Alors, l'année dernière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a amendé la formule pour y inclure un paragraphe qui dit ce qui suit. C'est ici, là, dans le bas, qui dit ce qui suit. Je comprends que je peux faire une demande d'un procès en anglais ou en français ou d'un procès bilingue. Alors, lorsque l'accusé remplit cette formule, il y a un rappel qui dit qu'il y a un droit. Donc, c'est un rappel supplémentaire. Aussi, ce n'est pas nouveau, mais la formule CC7, qui est le rapport de conférence préparatoire, aussi, à ce moment-là, le juge et les parties, il y a une partie sur la langue du procès. Donc, le juge et les parties vont discuter de la langue du procès. Je voulais aussi vous parler de la Language Line, qui est un service d'interprète par téléphone disponible au comptoir et dans les salles de cours à travers la province. Évidemment, ça n'a pas pour but de remplacer les droits linguistiques, mais c'est un outil de plus pour communiquer dans plusieurs langues, y compris en français, qui peut être utilisé, par exemple, pour une demande d'ajournement. Comment ça fonctionne au comptoir? Si le justiciable ne parle pas anglais ou voudrait avoir un service dans une autre langue, il y a 2 cases d'écoute. La personne au comptoir et le justiciable ont un casque d'écoute. Ils appellent la Language Line et le service d'interprète se fait par téléphone. L'autre manière, c'est à la cour. Le greffier peut appeler la Language Line et avoir le service d'interprète et on l'entend seulement par le système de son de la cour. Notre site web a une page en français sur l'emploi du français à notre cours. Aussi sur notre site web, nos formules et nos règles de procédure en matière criminelle sont en français. Nous avons aussi eu quelques tweets en français. Peut-être on va en avoir un aujourd'hui, qui sait. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'était la nouvelle loi sur le divorce, juste pour vous dire qu'on est très au courant que c'est une possibilité et on se prépare et on sera prêt lorsqu'elle entrera en vigueur. Donc, voici les informations pour me joindre, joindre le juge Ouellette et l'adresse de notre site web. Et pour nous suivre sur Twitter, c'est @QB_Alberta. Voilà ce qui complète ma présentation. Je vous remercie beaucoup. J'aimerais maintenant vous présenter Maître Roger Lepage, François Roy, de Regina, associé à Miller Thompson et qui œuvre dans le domaine des droits linguistiques depuis 40 ans. Il va nous parler de l'article 23, qu'il connaît très bien. Donc, Roger. Merci, Caroline. Merci de m'avoir invité. Je vais vous parler un peu de l'article 23. Je vais essayer de passer assez rapidement parce que j'ai beaucoup trop de diapositives. Donc, il faudrait que vous les lisez par vous-même. Je pense que j'ai 15 minutes, n'est-ce pas? Oui. 15 ou 20 minutes. L'étudiant a pris 2 minutes de moins, donc Donc, pour commencer, je veux... OK, je vais voir les flèches ici, voilà. L'article 23, on parle souvent de l'article 23, mais on oublie que beaucoup de personnes ne savent pas qu'est-ce qu'il y a dans l'article 23. Donc, l'article 23 fait partie de la charte
Et puis c'est ça qui garantit le droit à l'instruction, et je vais parler juste de l'extérieur du Québec, là. Donc c'est ça qui garantit le droit à l'éducation en français langue première dans toutes les provinces et territoires. Donc il y a 3 catégories de personnes. Puis le premier critère, c'est qu'il faut être citoyen. Donc automatiquement, tous les non-citoyens ne sont pas reconnus comme des ayants droit, et puis il faut faire des exceptions pour admettre même des parlants français qui ne sont pas citoyens. Puis après ça, une fois que tu es citoyen, il y a juste 3 catégories de gens qui ont accès à ces écoles-là. C'est un parent dont la première langue apprise et encore comprise est le français. La deuxième catégorie, c'est un parent qui aurait fait ses études primaires en français au Canada. Donc, on limite ça quand même substantiellement. Et la troisième catégorie, c'est un parent dont un enfant a déjà étudié dans une école française langue première ou qui en a présentement des enfants. Donc, ça, c'est les 3 catégories qui ont accès. Mais ce n'est pas un droit absolu. Il y a la justification par le nombre. Et puis, vraiment, il y a deux nombres. S'il y a un nombre suffisant, on peut avoir l'instruction. Donc, si vous voulez, un genre de une classe, une salle de classe avec des élèves pour enseigner en français langue première. S'il y a un plus grand nombre, alors on nous garantit des établissements d'enseignement de la minorité. Puis les établissements d'enseignement de la minorité, ça ne veut pas seulement dire un édifice, mais ça veut aussi dire toute l'institution, y inclut un conseil scolaire avec un droit de gestion sur tous les éléments qui touchent la langue et la culture. Donc, ce n'est pas un droit absolu. Il faut faire la preuve qu'il y a un nombre suffisant pour justifier le service. L'article 1er, c'est malheureux que je dois vous en parler ce matin, mais à cause d'une cause qui sera en Cour suprême du Canada là, cette année, l'article 1er a été utilisé pour minimiser les droits de l'article 23. Donc encore là, c'est s'il y a une règle de droit, s'il y a une règle de droit qui limite et que les limites soient raisonnables, et si ça peut être justifié dans un cadre d'une société libre et démocratique, la Cour peut dire, même s'il y a un droit à une éducation en français langue première, les nombres sont suffisants, il pourrait dire que la violation est justifiée par l'article 1er. Je veux faire un peu une comparaison parce que jusqu'à date, on disait que l'article 23 avait reçu une interprétation très large et libérale, téléologique. Et puis, lorsqu'on va, je vais parler à la fin là, de la décision de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, on va voir qu'on est dans un tout nouveau monde. Et puis, il faudra voir ce que la Cour suprême va faire cet automne. Donc, juste rapidement, Mahé, c'était une des décisions ici en Alberta. Et puis, on a dit que l'objet général de l'article 23, c'est de maintenir les 2 langues officielles du Canada et les 2 cultures et de favoriser l'épanouissement de chacune de ces langues-là. Et puis, l'article 23 est destiné à remédier à l'échelle nationale à l'érosion progressive des minorités et appliquer la notion de partenaires égaux. Donc, vous voyez que c'est un langage très positif de l'article 23 et des groupes, deux groupes linguistiques égaux en éducation. Mais la raison que je vous mentionne ça, c'est que vous allez voir que la Cour d'appel a utilisé des notions dans Mahé pour justifier une limitation de l'interprétation. Je veux vous montrer le contexte. Dans Mahé, on dit que le nombre de représentants de la minorité au sein du Conseil devrait être au moins proportionnel au nombre d'élèves de la minorité. Donc, dans la décision Mahé, à Edmonton, on disait que les nombres n'étaient pas suffisants à l'époque pour justifier une commission scolaire indépendante, mais on disait que ça garantissait un nombre proportionnel sur le conseil scolaire anglophone. Et puis, vous allez voir tantôt que la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a utilisé
concept de représentant proportionnel sur un conseil scolaire anglophone pour parler d'une école de grandeur proportionnelle. Donc, ils ont sauté une coche, selon moi. Et puis après ça, on dit que le chiffre pertinent pour déterminer est-ce que le nombre justifie soit un programme ou soit une école ou un conseil scolaire au complet, il faut déterminer le nombre de personnes qui se prévaudront finalement au programme ou aux établissements envisagés. Donc, on va voir aussi en cours d'appel de la Colombie-Britannique, ils ont parlé de, c'est quoi les nombres actuels présentement, et puis il ne faut pas se lancer dans le futur pour 10 ans. On va bâtir pour aujourd'hui, et si les nombres augmentent plus tard, on va bâtir plus tard. Donc, selon moi, ça, c'est mal interprété ce que Maë a dit, qu'on doit regarder entre le nombre actuel qui existe maintenant et le nombre potentiel d'ayants droit. Donc, on essaie d'accommoder, viser vers le futur. Puis après ça, on dit, bien, une fois qu'on a déterminé les nombres, quels facteurs est-ce qu'on doit considérer pour le niveau de service? Et on dit, est-ce que le service est approprié en termes pédagogiques? Donc, si on peut avoir une salle de classe pour 10 élèves et qu'au niveau pédagogique, on peut transmettre le programme d'études, bien, au niveau pédagogique, c'est un nombre suffisant. En d'autres mots, est-ce qu'il faut au moins 50 jeunes pour que ce soit pédagogiquement viable ou non? Et souvent, c'est ça l'emphase qu'il faut mettre, c'est si en termes pédagogiques, on peut vraiment transmettre les connaissances, donc on devrait dire que c'est garanti constitutionnellement. La deuxième chose qu'il faut regarder, c'est les coûts. Les coûts ne peuvent pas être excessifs. Comme de raison, comme minoritaire, on n'a jamais des économies d'échelle. Donc, c'est toujours plus coûteux d'avoir une école francophone qu'une école anglophone parce qu'on n'a pas les mêmes nombres que les anglophones majoritaires. Après ça, il y a Arsenault Cameron de l'an 2000 où la Cour suprême a dit, encore là, que l'article 23 prescrit que les gouvernements provinciaux doivent faire ce qui est pratiquement faisable pour maintenir et promouvoir l'instruction dans la langue de la minorité. Pratiquement faisable. C'est un concept qu'on a vu dans Maë, répété dans Arsenault Cameron, mais utilisé d'une façon positive. Mais vous allez voir que la Cour d'appel en Alberta ou en Colombie-Britannique a dit que pratiquement faisable veut dire ils l'utilisent dans un sens limitatif. C'est pas pratique de construire 17 des écoles, c'est trop coûteux. Donc pour eux, selon moi, ils ont mal appliqué ce principe de pratiquement faisable. Selon moi, la Cour suprême avait interprété ce concept-là pour dire il ne faut pas que vous utilisiez une excuse pour vous empêcher de le faire. Si au niveau pratique, vous êtes capable de le faire, faites-le. Et là, on l'a renversé en cours d'appel de la Colombie-Britannique. Le nombre pertinent, encore là, la Cour suprême dans Arsenault Cameron a dit que le nombre pertinent, donc le nombre d'ayants droit suffisant, se situe entre la demande connue et le nombre total de personnes qui pourraient éventuellement se prévaloir du service. Donc, encore là, pour démontrer qu'il faut viser la construction vers le futur, pas juste pour aujourd'hui, contrairement à ce que la Cour d'appel a dit en Colombie-Britannique. Donc, vous allez voir ici qu'à l'île du Prince-Édouard, la Cour a dit que la section d'appel a commis une erreur en adoptant une norme différente, plus restrictive, qui se limite uniquement à la demande réelle. Bon, ouais. Donc, une autre chose qu'il faut voir, c'est que la Cour suprême a dit qu'il faut traiter les deux groupes linguistiques différemment si nécessaire, et puis en l'espèce par l'utilisation de normes objectives pour évaluer les besoins des enfants de la minorité linguistique, principalement par référence aux besoins pédagogiques des enfants de la majorité. En d'autres mots, la Cour dit, oui, il y a un aspect comparateur
Mais il ne faut pas faire une comparaison directe parce que des fois, il faut traiter la minorité différemment pour atteindre le même résultat d'une éducation équivalente. Je vais sauter rapidement. La Cour a aussi dit que les pouvoirs du gouvernement sont assujettis aux obligations de la Charte. Donc, un conseil scolaire devrait avoir le pouvoir décisionnel de dire où est-ce qu'on va ouvrir une école, que nos nombres sont suffisants, que les coûts ne sont pas excessifs et qu'on devrait avoir une école équivalente réellement. Doucette Boudreau a aussi dit que le gouvernement ne doit pas retarder la mise en œuvre de l'article 23. Puis en Colombie-Britannique, on voit qu'il y a eu des retards énormes. Rose des Vents, c'est une décision de la Colombie-Britannique aussi, où la Cour a dit, tu as parlé de cette limite supérieure, de cette échelle variable entre des petits nombres et des grands nombres. Où est-ce qu'on situe ça? Et puis là, encore une fois, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique semble avoir dit que c'est seulement au bout maximal de l'échelle variable qu'on peut avoir une équivalence réelle en éducation. Et si on n'atteint pas le bout maximal de l'échelle variable, alors on a seulement le droit à une école qui est proportionnellement équivalente. Donc, en d'autres mots, tu vas avoir une école qui est moindre. Donc, ils ont vraiment traité de ce principe-là d'une façon bizarre, selon moi, et qu'on espère que la Cour suprême va pouvoir régler. Au Yukon, on a parlé aussi qu'une province peut déléguer des pouvoirs à un conseil scolaire et puis permettre d'accueillir des non-ayants droit. Et dans presque toutes les provinces et territoires, on permet au conseil scolaire d'accueillir plus que les simples 3 catégories de non-ayants droit. Donc, pour juste vous parler un peu de la décision de la Colombie-Britannique, c'est une décision où on demandait de construire, puis Marc travaillait là-dessus, et puis je pense que toi aussi, Caroline, pour aller chercher la construction de 17 autres écoles. Et puis la Cour de première instance a dit, bien, on va construire 4 écoles. Pour 3 autres écoles, ils ont conclu que oui, il y a une violation de l'article 23, mais la violation est justifiée en vertu de l'article 1er. Ce ne serait pas pratique de vous donner l'école. Les coûts seraient trop chers. Puis il y en a d'autres où ils ont dit, oui, il y a des violations, mais la violation, c'est la faute du conseil scolaire parce qu'ils n'ont pas suivi les règles pour demander un bail pour une école. Donc, ils ont trouvé plusieurs excuses pour dire oui, les nombres sont suffisants, mais ce n'est pas permis en vertu de l'article 1er. On va reconnaître au gouvernement qu'ils ont le droit de faire des limites. Donc, tu sais, la Colombie-Britannique, c'est quand même pas un petit conseil scolaire. Il y a 6100 élèves, il y a 41 écoles. Ils ont eu 25% de croissance d'inscription dans 5 ans. Donc, pour eux, il y avait besoin d'un autre 17 écoles. Donc, c'est une augmentation énorme. Puis là, dans la présentation, je parle des obligations de l'État. L'obligation positive de faire la mise en œuvre, l'obligation positive d'aider à trouver le nombre d'ayants droit et de respecter cette échelle variable-là. Je vais sauter rapidement parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de points en appel. Et puis, un des défis qu'on a toujours, une fois qu'on arrive en Cour suprême du Canada, c'est qu'on nous dit, vous avez 40 pages pour votre mémoire. Donc, essayez de réduire une décision de 1600 pages et un mémoire de 1000 pages à 40 pages. Il faut vraiment se limiter pour trouver c'est quoi les points essentiels. Où est-ce que vous dites que la Cour a erré? Donc, juste pour conclure là-dessus, il me reste combien de temps? Okay. Juste pour conclure, donc, je pense qu'il faut regarder toute la question là. Qu'est-ce que ça veut dire doing what is practically possible? Et tout ce principe de proportionnalité versus ce principe de
équivalence réelle en éducation. Et puis, de ne pas se comparer avec les anglophones. Je veux dire, le principe, oui, il faut avoir un aspect comparateur parce que on fait toujours ça en droit, mais il ne faut pas dire qu'il faut avoir les mêmes nombres que l'école anglophone avant qu'on ait une école équivalente. Sinon, vraiment, on vide de sens l'article 23 de la Charte. L'article est là pour contrer l'assimilation, puis la Cour d'appel a dit, bien écoute, en Colombie-Britannique, l'article 23 ne fait que retarder l'inévitable assimilation. Donc, ils ont complètement vidé de sens le but de l'article 23. Donc, voilà, je pense que vous allez y avoir à lire mon livre pour connaître toutes les réponses. Merci.